On est vraiment content de vous accueillir. En fait, c'est un cycle de rencontres qui s'appelle l'Odyssée du livre, qui consiste à donner la parole à un auteur, poésie et autres univers, parce qu'on les apprécie. Place au poète. Bon, je vais parler dans le micro. Bah, merci d'être tous venus. C'est vachement impressionnant. C'est vachement dense. Du coup, je vais vous lire 7 textes avec du coup Marcel, dit Fernand, dit Victor. Les 7 textes en fait sont sur des thématiques assez diverses et il fallait trouver un fil rouge entre les différents textes. De manière générale, je dirais que c'est plutôt voilà, l'enthousiasme. L'enthousiasme pour éviter de s'engourdir, la poésie pour trouver du sacré au pied de son lit. Donc voilà. Donc on va commencer par vous jouer et vous lire un texte sur, ça s'appelle La poésie des choses simples. C'est un texte en fait, c'est une proposition en fait sur ce que pourrait être la poésie. Voilà. C'est un petit manifeste. Marcel, t'es chaud? La poésie des choses simples. La poésie veut faire des éloges de simplicité. La poésie n'a pas de mobile, si ce n'est celui de faire des éloges de simplicité. La poésie s'entortille pour mieux se délier sur des éloges de simplicité. La poésie s'enroule fortement autour des choses simples, de peur de ne pas les saisir. La poésie est pudique. La poésie remblait aux environs des choses simples de peur qu'un autre ne les découvre. La poésie n'aime pas les sarcasmes. Souvent, quand elle doute, elle se rétracte dans sa coquille et fait miroiter des couleurs empoisonnées sur son parlement de coquille. La poésie était jadis une science molle. Mais au fur et à mesure que les mères de poètes se sont succédées pour la brasser, elle n'a cessé de se liquéfier. La poésie est devenue une science liquide et perméable aux reflets gratinés des choses simples. La poésie n'est plus une science exacte, désormais, puisqu'elle a débordé des berges où elle était contenue. L'eau sacrée des animistes s'est levée partout, en auréole, au cœur de chaque détail, sublimant aussi bien les puces de lit que les séquoias géants de Californie. Voilà pour le premier texte. Alors, ce deuxième texte, c'est un texte qui a été écrit au Chili, à Valparaiso, sur une petite ville du Pacifique. Et en fait, c'est un texte sur un vagabond, un vieux pêcheur, en fait, qui est parti longtemps, mener sa petite vie romanesque, et qui, un jour, quand il est tout rabougri, tout ridé, revient au pays, pour retrouver le petit bistrot, le bar où, en fait, où il buvait des coups avec ses anciens collègues. Mais malheureusement, sa vie a considérablement évolué et il s'est un peu perdu. Il trouve un Starbucks, c'est le lieu en fait où était son ancien bar, et il se pose au comptoir, et c'est là que l'histoire commence. Pisco, comme l'alcool. Marcel ? Le vieux pêcheur n'en finit pas de dégringoler. Il parvient néanmoins à freiner sa chute, juché sur son carré blanc. « Seigneur, un pisco !» Son petit socle, son petit pouvoir d'existence dans une enclave brumeuse où les couleurs, comme des soleils qui suintent, baissent pour engendrer des nuances. « Seigneur, un otro !» Partout en bas, il goûte peu à ces gourmandises de fibrociment, ces rouges, sans striures, sans grumeaux, ces cadres satinés dans lesquels il ne parvient plus à tasser son nez gratiné de pépins noirs. Il a assisté aux floraisons agressives des champignons voraces, ces estomacs rugissants, dans un éclat vitrifié, la puissance maligne d'une peau de bébé qui vous engloutit dans un doute, dans un regard, l'existence des frères disparus. Capo, un pisco. Son oncle sentait déjà au large de Quittet le remugle des plaisirs évidents. Dans une course aux baleines trop sûres,
Moby Dick prenait des allures de flétan, Herman Melville de braconnier pathétique. En 55, elles étaient devenues trop grandes et trop tendres face à la dynamite des apprentis bouchers. On s'en tirait sans honneur, on s'en tirait à coup sûr, et à coup sûr, on oublierait son oncle. Pisco. Des visages et des voix viennent se greffer sur la ligne lointaine du réel. Une bande sonore, comme une routine, comme du sable qui bruisse et provoque le vieux rétroprojecteur qui s'ébranle et se met à cacter. Pisco. En paria des bistrots de bois, il se voit sur les friches clinquantes d'un vieux bar disparu. Et lui seul de rester avec ses nervures, ses traits ravinés, sa gueule râpée et rembrunie par les sels de mer, juchée sur son carré étiolé. Pisco, dame la botella. Et le vieux pêcheur prend son couteau, à l'image de ses dents noires de carbone. Damela écorche le plastique froid du comptoir, et le vieux pêcheur de régurgiter sa gerbe d'écume qui mousse à ses bouts de lèvres et ses bouts de main, ses arbres centenaires, ses sels, ses eaux croupies sur le satin brillant du comptoir en plastique, et de crier « Un cran pour chaque disparu, un cran pour chaque disparu, un cran pour chaque disparu ». Hop. Alors, le troisième texte, alors comme certains d'entre vous doivent le savoir, en fait, je suis charpentier, et du coup, c'est sur le travail manuel. C'est sur la technicité du travail manuel, enfin voilà, quelque chose qui n'est pas inné, et qui s'apprend au fur et à mesure. Et j'avais envie d'écrire un texte dessus. Ça s'appelle « Mains qui voyagent ». On a les mains qui savent voyager ou non, et ça se voit quand on n'est que l'apprenti, et qu'on a des mains comme des larfeuilles tout juste bonnes à tremper dans les poches de son jean. Parce que c'est de la chair d'orange, quand il y a partout métal froid et bois dur. Elle récolte les baisers des barreaux d'échafaudage, les faux semblants, les glacés qui deviennent brûlants sur la viande tétanisée. Au fil des traversées, les doigts potelés et gratinés par les maladresses finissent par se gorger de pus. Ils rentrent par les brèches, celles crevées par toutes ces empoignades de foire, sur les écailles d'aluminium, le poil rêche du vieux bois, les petits détails bien effilés. Et puis on a les mains comme des gants de caoutchouc, comme des massettes, comme des martyrs pleins d'escarres, avec rien que de la peau pour contenir tout ce jus. La main qui cogne, qui se télescope, la main baladeuse, la main du badaud du petit matin qui sur son toit on oublie les oursins et qui peste et déteste ses mains de barbac. Elles n'en finissent plus de saigner sur le beau bardage d'épicéa. On voudrait bien avoir des mains comme un pied de biche et soulever, agripper sans avoir peur de rien suinter. On voudrait oublier l'écorchure, la bonne vieille croutasse. La main finit par ajuster la manière. Lassé des voyages scabreux, le bœuf meurtri dans sa chair se montre plus mesuré. Parce que la mémoire est sensible, il finit par croire en l'intelligence du geste, apprendre de ses croûtes pour un voyage de la main plus harmonieux. Alors, le prochain, c'est une histoire de vin. Ouais, c'est un peu obsessionnel. Mais bon, vous avez tous pris du vin, donc voilà, vous comprendrez. C'est une histoire de libido, en fait. C'est l'histoire d'un gars qui a un sentiment, comme ça, dans le bas du ventre, qui lui pèse
sur le petit boulot et qui voudrait l'exprimer mais qui manque de mots. Il n'a pas les mots, il n'a pas les bons termes. Et du coup, c'est une rencontre entre le narrateur et ce type-là qui se trouve au comptoir et qui se confie. Ça s'appelle Anecdote briochée, c'est une histoire de libido. Anecdote briochée, c'est le nom du livre. Marcel ? Je rencontre ce gars au bar et il me dit qu'il a la libidinosité inusitée. C'est compliqué à dire. Alors il préfère encore me montrer son estomac. C'est juste là qu'il dit. Et là, juste en bas. Il articule beaucoup, avec des lèvres comme des serpents de mer, le front qui se retire aussi vite qu'une vipère qui aurait senti le danger. Beaucoup pensé, beaucoup réfléchi, qu'il dit, qu'il mâche maintenant. C'est un gars de l'enthousiasme, et ça se voit. Ça se ressent comme l'électricité dans l'air. Il a les mots comme des pierres qui lui congestionnent la trachée, des mots torréfiés à l'amertume qu'il aimerait bien cracher, et tout de suite. Alors, il crache. Il a l'air emmerdé. Je lui fais la remarque. Et il me dit qu'il a l'intuition, mais pas les bons mots, qu'il fait comme de l'asthme, et que ça lui colle aux gencives, qu'il en a tout plein sur les gencives et qu'il a le sentiment de porter quelque chose de lourd, de vraiment très lourd sur la langue, comme une envie de brioche qu'il soupire. Une envie de brioche qu'il répète avec la fragilité des confidences à l'alcool de riz, de fesses briochées. Il a une furieuse envie de fesses briochées, de fesses rebondies, de fesses rosies, ou pas. C'est pas l'important. L'important, c'est la carence en texture moelleuse, en gélatine, qui lui fait comme un trou, comme un vide dans le bide, là, une dépression dans le ventre, ici, qui fout le bordel. Il a les larmes aux yeux maintenant. Il sanglote presque. Il a les yeux qui coulent tellement ils sont chauds, tellement ça ne peut pas sortir, tellement il n'y arrive pas. Alors il parle avec l'estomac. Il fait des gestes avec les pouces et les paumes et des cris, des soufflets gros comme des ballons dirigeables. Et puis, à mon tour d'essayer, gentiment, je constate, ça fait fringale de sucre, ton histoire, ça fait fringale de sexe. Mais à ce moment-là, il se met à faire des ruades avec son nez. C'est pas ça non plus, c'est au moins les deux qu'il dit. Il sait bien, lui, quand il en voit une, que ça se joue à hauteur de bassin, c'est technique, disons pratique, il est pas con. Question d'intuition, mais c'est pas ça. Quand il en voit une, ça lui fait pas le même effet. C'est quand il imagine que le trou qu'il a dans sa couche d'ozone menace de tout emporter. Et à les imaginer comme ça, il se dit qu'il pourrait bien y mettre son nez et croquer dedans comme on croquerait dans une brioche tressée. Et le plaisir de la nuit se scinde sous la dent, et les fleurs de coton pour caresser le fluor, on aurait toute la longueur de son tarin dedans, avec des odeurs d'églantines fanées. Des églantines fanées et la dent qui tranche dans le moelleux. Paf! Mais il n'y a que de l'air, il n'y a que du rien. C'est comme de chercher à cerner l'infini, c'est palpable à un millième de seconde, après ça vous aspire. Et à mesure qu'il imagine, elle gonfle, elle gonfle, elle gonfle, elle n'en finit pas de gonfler la brioche tressée. Et il peut presque rentrer dedans. Il y a une ouverture, et ça frotte sur les joues. Toute sa tête écrasée sous les nids et la glotte qui claque, il a des douleurs dans la mâchoire tellement elle a gonflé, tellement qu'il veut mordre, mais qu'il ne peut pas. Il a envie de le dire. Il a envie de le dire, mais c'est pas ça. Ça ne le soulage pas de le dire. Baiser? Non. Baiser, c'est trop furtif, c'est trop court, il n'y a pas de souffle. Il faut que ce soit gros, qu'il y ait de la matière, il faut qu'il y ait des crochets, il faut qu'il y ait des ergots et des forêts de joncs dans les mots pour que ça frotte. Des mots comme on se gratte le cerveau devant une démangeaison de l'esprit et que ça racle sur les aspérités de la langue. Bordel. Proustaminé. Piprilaqué. Panagériqué. C'est pas mieux. Il soupire, reprend ses esprits, puis crache à nouveau. Pépinosaurus. Haha. Voilà. Non. Bien sûr que non. Il est lucide. Comme les Doliprane, paracétamol, Valium, protéines de lait, Beaujolais nouveau, un verre, encore un. Il n'y a pas de mots pour tant de violence. Il est devenu gris. Ça fait mal qu'il dit. Il n'y a pas de mots. Il se touche le ventre et me montre une dernière fois ses dents et ses mastications désespérées.
puis explose sur le comptoir, l'air de rien. Alors, le prochain texte, au début ça devait être un texte sur l'enthousiasme. Et puis finalement, avec la routine, voilà, et je crois que c'était un texte écrit en avril-mai, il y a Macron qui arrive au pouvoir, enfin bref, il y a tout un tas de facteurs qui font que c'était pas forcément hyper... Donc ça a évolué un petit peu, et en fait, voilà, ça a donné ce texte-là qui s'appelle « Chamboule tout dans une vie de quille ». Et voilà, je vous le dis. Chamboule tout dans une vie de quille. Fléchir sous les astres froids suspendus au Vélux. Amnésique, flancher, oublier les éruptions lyriques. La gueule arquée sous les impulsions électriques, Jacques Brel se chiffonne la bouche et le pli des dents pour mieux déglutir son palpitant. Pareil au moment que l'on mastique, gencive blanche sous la pression des lits qu'il faut combler. Alors il insiste, articule, et avec lui, nous aussi, emportés dans le sillon des champs à crever l'épiderme du monde avec des envies grandioses, parce que l'adrénaline rayonne autant qu'elle éclabousse. Poésie virale, frappe-toi la tête, et le bruit de la soupe que l'on vibre se mettra aussi à chanter. Tchac, tchac, le fond sonore des petites boutiques mérite que l'on se mette à danser. Et quand bien même, oubliez la clameur des régiments de poètes qui s'embrasent à l'aube, provoquant l'hilarité dans les cœurs, ces chamboutous qui ne cessent plus de bondir dans ces béquilles, parce qu'ils sont entrés en résonance, qu'ils ont senti comme une intuition, ces percussions menées bon train comme un nouvel ordre du monde. Et quand bien même, l'air d'attrape des jours heureux, les plus révolutionnaires, qui finissent eux aussi par déserter les esprits burinés, les corps grippés le soir quand il n'y a ni foutre, ni sucre, ni enthousiasme, quand il n'y a plus de jus pour le sacré. Répéter à quoi bon et faire glisser frites, tripes et bolocteux sur le tapis, comme on joue de la pierre ponce avec ses météores gâtés et ses soleils de scorbut. Écorché qu'on est par ces silences de sens abîmés, ultime dignité avant la mise en bière, l'ouvrier demande à mourir la nuit, et sans esclandre, sans plus d'emmerdement, simplement parce qu'il n'a plus de jus, qu'il n'a pas la constance d'une poule, et qui a surpris ce vieil homme dans l'entrepôt fredonnant Amsterdam, les chevaux électro-zingués avec du glucose et des écrous en 12 mm pour continuer à le faire claudiquer. L'ouvrier demande à mourir la nuit parce qu'il a su autrefois comme une intuition, pas plus tard qu'hier, le nouvel ordre du monde, mais qu'il est trop tiède désormais pour le faire advenir avec ses poings. Alors, à quoi bon les rêves en papier? Il est du petit matin. À quoi bon la misanthropie du soir, sans esclandre, contre l'acharnement thérapeutique, glisser la nuit jusqu'au jour, afin de ne jamais devenir ce vieux poète amnésique. Bon, ça va vite, hein, finalement. Alors, le prochain texte, c'est un texte, voilà, avec Rouhani, là, juste là, on est parti à Barcelone un week-end, et on y est allé avec l'idée, en fait, qu'on allait assister à la guerre civile de 1936. On se prenait pour George Orwell et Hemingway. Et en fait, il y a eu un petit bémol, quoi. Enfin, on s'est pointé là-bas et Juan, qui est andalou, s'est pris les drapeaux comme un stop. Il était un peu triste, et moi aussi, du coup. Et on a un peu cessé d'y croire. Voilà. Donc c'est l'histoire de ce poème qui s'appelle « Homme porte-drapeau ». Sur la place Babel, on se méfie de l'enthousiasme qui rassemble des frères sous un bout de tissu. Et ce parce qu'on compte trop d'Andalous parmi les percussionnistes.
tracé d'une main pressée, Visca la Repubblica aux lettres noires sur la pierre gothique. Et tandis que les fanions colorent le fleuve des grands boulevards comme autant de pétales venimeux, le gitan visionnaire chante sa prophétie d'homme devenu porte-drapeau, le feu vénérien, la racine en cocarde contre tous les autres, des promesses et des mains tendues pour une poignée, et une poignée d'entre les hommes seulement. Cet homme, porte-drapeau qui au terme de la chanson doit revenir lui arracher sa guitare pour avoir troublé l'ordre d'un monde, désormais monde de silence après que le premier coup de feu ait été tiré. Sur la place Babel, on se tape la nuque et les épaules, comme on prend le pouls, comme on a toujours fait. Il y a les rires en rase-mode qui fusent avec les bouquets de cigarettes et la cesteleyas d'aluminium pour assouplir les cordes vocales des chanteurs de contrebasse. Des rires au ras des graves, plus lourds encore que l'été indien, et qui font trembler la muraille derrière, puis remontent d'un coup à la cime des larmes que l'on crie en chanson. À la cime des larmes que l'on crie en chanson. Jusqu'aux hélicos. Jusqu'aux hélicos qui débordent des grands boulevards, surplombant la place clandestine. Ces métronomes détraqués qui ne font que broyer les rires et la musique aussi. Et le gitan de se lever parce qu'il connaît la chanson, tire le premier avec le manche de sa guitare et les pchit-pchit mouillés qu'il fait avec la bouche. Pchit-pchit. Et le monde s'étue, plombé par l'hystérie du ciel. Alors voilà le dernier texte. Ça s'appelle Niofar. Ça veut dire on est ensemble en wolof. Et en fait, du coup voilà, non, c'est assez transparent, on est ensemble. C'est un texte pour dire on est ensemble. Voilà, que l'adrénaline, hop, avec Niofar. Putain, c'est compliqué, bordel. Hop, je vais vous lire le texte. Sitch, pof. Niofar, on est ensemble en wolof. La houle dans le verbe qui croisse, qui creuse, et qui d'une claque, dans l'autre bouche à fond de cale, renverse le fiel des vertiges horizontaux, et gratine la rouille aussi, et la pupille extatique de chercher loin, loin, à la tangente, sur la roue des épices, ce nœud entre viscère et rêve. Le détail, l'épine, l'oiseau, un soubresaut, un battement d'aile, une langue de terre, tous enchevêtrés dans la même barque, à arpenter les lisières d'un foyer de fougue à la force des bras et du talisman sénégalais que l'on scande au vautour quand c'est trop lourd à porter. Niofar. Dites-lui que la soif d'exaltation, ça s'étanche à plusieurs glottes, que c'est le créole enrichi aux racines voilages qui donne cette patine rougeoyante au comptoir des 12 coups. À ton tour, prête-moi ton soleil vagabond qui grossisse sur la graisse des heures oisives. Bras dessus, bras dessous, on fera la Nao Victoria avec des bouts de volige. Et tandis qu'il s'imprègne, qu'il roule sur le feu des postillons, transgresse l'exclusivité d'un seul palais, Niofar. Ensemble, ça monte, ça n'en finit pas de monter, et la veineuse violace. Une intuition sur la tempe qui vient border le regard. Ne ratez pas votre matinée de printemps. Faites un téléverre, j'y vais pour voir. Une étincelle, et il partit. À la brasserie de l'Olive, il y eut une clameur comme le ressac, du sable de poussière, et on crut longtemps entendre la mer au port de Saint-Denis. Au port aussi, les vieux pêcheurs ont pris l'habitude de donner la béquille aux jeunes loups, en manque d'hardiesse, à compter leur soleil légèrement fêlé dans le creux de la main, à déclamer Portimao, Alger, Pattaya, comme on dresse des écluses avec ses impétuosités pour désincruster la caravelle des doux rêveurs et des continentaux. Voilà.
pas fait, donc je remercie énormément Chahem d'avoir, enfin, voilà, pour cette rencontre, de m'avoir invité à cette lecture. Je remercie également Méline qui a participé énormément à la construction et à l'élaboration de cette lecture. Donc voilà, et merci à Marcel. Alors, des applaudissements. À Fernand, tu pourrais adresser un regard au public quand même. Ouais.